Fréquence Évasion, info et détente. En compagnie de Dominique, nous allons parler des différents musées de la citadelle de Villefranche-sur-Mer. Alors situons Villefranche-sur-Mer pour ceux qui ne connaissent pas la région. Alors, Villefranche est au bord de la mer, à 6 km du centre de Nice, à une vingtaine de Monaco. Alors il y a de nombreux personnages qui sont venus ici à Villefranche-sur-Mer, notamment à la citadelle. On pourrait commencer par Volty par exemple. Oui, il y a Volty qui est notre locomotive, si j'ose dire, qui est un très grand sculpteur, qui est mort en 89 et qui auparavant nous avait fait une donation qui a permis l'ouverture d'un musée en 1981. C'est-à-dire que Volty se considérait vraiment comme un enfant de Villefranche. Sa famille était installée à Villefranche depuis 1905. Ensuite, pendant la guerre, comme ils étaient italiens, ses parents sont repartis en Italie. Et Volty et son frère sont nés en Italie, mais par hasard, si j'ose dire, puisque dès la fin de la guerre, ils reviennent à Villefranche. Il ira à l'école communale à Villefranche, ensuite à l'école des Arts Déco à Nice. Il suivra un brillant parcours, sera Grand Prix de Rome, et ensuite va travailler donc la sculpture sur bois. Il sera aussi professeur de sculpture sur bois, et il va travailler le bronze, le plâtre, peu la pierre, mais surtout la grande statuaire. Quelles sont les différentes pièces que l'on va pouvoir visiter ici au musée Volty ? Il a laissé une centaine de pièces à Villefranche, intéressantes. Donc on a des grandes maternités. On a également relativement peu de statues masculines parce qu'il en a fait, très peu. Donc on en a une ou deux simplement. Mais on a aussi ce qui est assez typique de l'art de Volty, c'est ces femmes levées dans une position quasiment fétale. C'est sûr que Volty a perdu sa mère très tôt. C'est un Italien du Nord, très attaché au culte de la mer. Il disait lui-même « je suis un Étrusque ». Et c'est vrai qu'on a pas mal d'œuvres qui ont des parentés avec les œuvres étrusques, des œuvres qui ressemblent un peu aux couverts de sarcophages qu'on trouve dans les tombes étrusques, et des yeux toujours en amande, comme font également les Étrusques. Et c'est vrai que ce culte maternel est important, peut-être plus important chez un orphelin. Et pour ça, la femme, on a des sculptures de jeunes filles fines, mais la majeure partie de ces œuvres sont des femmes imposantes, bien en chair, mais qui reflètent un peu cette chaleur maternelle. Je pense qu'il lui a dû lui manquer. Il y a eu d'autres personnages qui sont venus ici à Villefranche. On pourrait parler de Monsieur Goetz, qui n'évoque peut-être pas grand-chose à certains auditeurs qui nous écoutent en ce moment. On pourrait apporter justement quelques précisions sur ces personnages. Et ce sont pourtant des gens extrêmement importants, qui n'ont pas une notoriété grand public. Mais pour tous les spécialistes, c'est vraiment le dessus du panier. Au niveau d'art contemporain, le jour où Henri Goetz est mort, on a eu immédiatement un télégramme du ministre de la Culture s'affligeant de la disparition d'Henri Goetz. C'est quelqu'un qui a une donation à Beaubourg, qui est exposé à Beaubourg. C'est vraiment quelqu'un de très important. Mais c'était quelqu'un de très discret, qui n'a pas voulu marcher dans le circuit paroissial, dans le circuit commercial, et automatiquement le grand public ne le connaît pas, alors que des artistes qui sont sans doute de moindre qualité sont connus parce que ils ont accepté d'être managés de cette manière. Actuellement, Valence en Espagne fait une très grande rétrospective d'Henri Goetz et de Christine Baumeister. Qui étaient ces deux personnages ? Eh bien, autant Volty est un figuratif, vraiment de plein pied dans l'art figuratif du XXe siècle. Henri Goetz et Christine Baumeister sont emblématique de ce qui s'est passé pendant ce XXe siècle, c'est-à-dire à la charnière du figuratif et de l'abstraction. Ils débutent tous les deux. Elle, c'est une néerlandaise, lui, c'est un américain. Ils viennent à Paris dans les années 30, parce que dans les années 30, Paris était la capitale mondiale de l'art. Et ils viennent à Paris, ils se rencontrent d'ailleurs à l'Académie de la Grande Chaumière, et à ce moment-là, ils sont figuratifs, elle dessine merveilleusement bien. Lui a un trait plus vigoureux, mais également très grand dessinateur, très grand peintre figuratif. On a des autoportraits, des portraits de personnages vraiment très, très, très beaux. Et au contact de toute cette nouvelle vague, ils vont basculer. Alors Henri Goetz va basculer d'abord chez les surréalistes, et ensuite, ça ne le satisfait pas, il va créer son propre monde de forme abstraite, bien sûr. Christine Baumeister, elle va tout de suite quitter, et d'une manière foudroyante, le figuratif le plus traditionnel, le plus raffiné, pour, au contact d'Hartung, devenir carrément abstraite. Mais ils n'ont pas du tout le même style d'abstraction. Elle est plus évanescente, plus poétique,
mais également moins structuré, alors que Henry Götz reste quelqu'un de très structuré, même dans son art abstrait. Quelles sont les œuvres que l'on peut découvrir ici au musée ? Il y a la première salle qui est précisément cette salle des amis, c'est-à-dire ce sont les œuvres qui se sont échangées entre amis ou qu'ils ont travaillé ensemble. Donc on a un Miro, on a un Picabia, on a un Picasso, un Bach, enfin vraiment tous les grands noms de l'art contemporain du XXe siècle. Et ensuite on a donc des salles plus thématiques, donc la période figurative où on voit les grands tableaux figuratifs, ensuite les tableaux surréalistes, et ensuite on voit donc la grande période donc de cette la signature de Götz, c'est-à-dire ce nouveau langage de forme qu'il a créé. Une salle est consacrée aux techniques, parce que ça a été un très grand technicien. Il a travaillé sur très nombreuses techniques, un grand inventeur aussi. Il a inventé en particulier des techniques de gravure très nombreuses. Ces techniques, quelles sont-elles ? Alors, en particulier, sa technique qui a fait sa gloire, si j'ose dire, dans ce domaine, c'est la technique du carborundum, qui permettait donc... comme il me disait, moi je ne suis pas un bon graveur, parce que je ne sais pas graver, la gravure c'est vraiment un métier, et le problème c'est que les artistes peintres sont toujours confrontés à la diffusion de leurs œuvres, alors que les sculpteurs ont légalement le droit de produire 8 originaux. Les sculpteurs, ils ont la peinture, elle est originale. Donc la possibilité de diffuser, de commercialiser, parce qu'il faut qu'ils vendent, c'est de passer par la gravure. Et quand on n'est pas bon graveur, comment faire ? Ce qui est souvent le cas des artistes contemporains. On a d'ailleurs une dédicace de Miro en disant merci à Götz, grâce à lui j'ai pu accéder à la gravure. Ce qui était le cas de Toulouse-Lautrec. Oui. Et donc cette technique, elle permet, elle est très simple parce que c'est une technique de gravure à l'envers, si j'ose dire. C'est qu'au lieu de creuser la planche, on va y rajouter des grains de carborundum, qui sont des grains très durs, comme du diamant, collés. Et ensuite, quand on va ancrer la plaque, l'encre, elle va se mettre dans les interstices de ces grains. Et donc c'est vraiment l'inverse de la gravure traditionnelle, mais c'est beaucoup plus facile. On n'a pas besoin d'être un graveur au burin qui demande une technicité extraordinaire. D'ailleurs, généralement, ceux-là, ils ne font que de la gravure, ils ne font pas de la peinture. Mais ça permet aux peintres de pouvoir faire des gravures et de diffuser leurs œuvres. Eh bien, merci d'avoir participé à ces chroniques sur Fréquence Évasion. Un numéro à retenir, c'est le 04 93 76 33 27. À très bientôt pour une autre chronique sur Fréquence Évasion.